Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'Ormois-Villers. Ormois-Villers est un village d'environ 700 Ormoisiens et Ormoisiennes et se situe sur la départementale 136 entre Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-Haudouin. Il est bordé au sud par le Bois du Roi et au nord par des terres cultivées. Ce village a énormément changé de nom. Cela a commencé avec Ulmeto en 1182, Apud Ulmaium vers 1200, Ulmeium vers 1245, If Urmeio en 1258, Ormei vers 1269, Ormerum vers 1330, Ulmerium, Ourmois vers 1380, Ormois en 1410, Ormois-Émy-les-Champs, Ormois-Villers en 1793, Ormois-Mis-les-Champs en 1801 pour enfin devenir le Ormois-Villers d'aujourd'hui. Le nom de Ormois remonte à un type toponymique gallo-romain. Ulmetu du latin ulmus qui signifie orme. Le sens global du nom d'Ormois est donc planté d'orme. Il en est de même, on s'en souvient, pour Ormois-le-Davien. Ormois-Villers compte un hameau, Petit-Villers au nord-est en direction de Crépy. Ce hameau fut appelé Villares in Medis Campis, Villars Super Ulmeium, Villers-Émy-les-Champs, Villers, Villers-sur-Ormois, Villiers et enfin Petit-Villers. Le village de Petit-Villers a été associé à Ormois en 1773. Le village possède non pas un, mais deux blasons, qui peuvent s'expliquer par la présence, il y a fort longtemps, d'un château à Ormois-Villers et d'un autre au Petit-Villers, donc un blason pour chaque seigneurie. Enfin, c'est mon avis. Toute la zone a connu une occupation préhistorique. Le préhistorien Étienne Pat a notamment découvert des haches polies, des éclats de silex, une pointe de flèche et un menhir en 1909 sur le mont de Rouville, au lieu dit champ de bataille dans le Bois du Roi. Une activité économique à l'époque de l'Empire romain est attestée par la découverte en 1840 d'un trésor de 500 monnaies romaines dans les fondations d'une maison du village. Le village d'Ormois est cité au XIIe siècle par le pape Lucien III. Il y avait au XIIIe siècle une maison du nom d'Ormois dont la terre était considérable. Pierre d'Ormois, chevalier, et Agnès, sa femme, vendirent en 1259 à l'abbaye de la Victoire les droits qu'ils avaient à Gérême près de Crépy. Sous Collard d'Ormois, l'un de leurs successeurs, le château fut pillé et brûlé par la jacquerie en 1358. Le château fut reconstruit en 1711 et démoli à la Révolution. Jeanne d'Artenne, petite-fille de Collard, apporta en dot la terre d'Ormois à Jean de La Fontaine, pas le poète fabulateur, mais le seigneur de Vaumoise en 1491. Elle vint ensuite à la famille de Minty, alliée de l'autre, qui possédait déjà le Petit-Villers, mais les successions séparèrent bientôt ces deux seigneuries. Ormois appartenait par acquisition en 1586 à Henri de Garges, dont le fils Pierre de Garges, allié à la maison de Pellevé, réunit encore les deux domaines. Antoine, fils de Pierre, prévint par des rachats un nouveau morcellement, et dès 1643, il avait la seigneurie tout entière. Benoît-Antoine de Garges, son héritier, vendit la terre d'Ormois le 15 septembre 1709 à Michel Heulin, receveur général des finances de Soissons. Celui-ci rebâtit le château en 1711 et l'accompagna d'un jardin et d'un grand parc. La veuve de ce financier céda le tout le 20 mars 1720 au maréchal duc d'Estrées, seigneur de Nanteuil-le-Haudouin. Une ferme subsiste avec les restes du château. Une autre ferme, au Petit-Villers, datant du XVIIe, garde encore les traces d'une église aujourd'hui disparue. Le village est devenu par la suite un important centre de tri, nœud ferroviaire avec de nombreux raccordements permettant, et ce dès 1861, de relier Amiens à la ligne Paris-Soissons, à celle de Paris-Reims, ainsi qu'à la ligne allant à Chantilly via Senlis, et une dernière allant à Mareuil-sur-Ourcq. Ces deux dernières étant déférées de nos jours. Mais on trouve encore des vestiges de rails pas loin du stade. La ligne vers Mareuil-sur-Ourcq étant désormais une voie verte sur laquelle je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo qui pourrait vous intéresser. En 1939, le village se trouve sur le tracé de la ligne Chauvinot, série de fortifications légères chargée d'assurer une dernière couverture de Paris en cas d'invasion. Cette ligne Chauvinot fera bientôt l'objet d'une vidéo spéciale. Les 11 et 12 juin 1940, des soldats français appartenant notamment au 8e, 30e et 61e BCP,
bataillons de chasseurs à pied, appuyés sur la ligne Chevinot, se sont opposés aux forces allemandes lors de violents combats. Ces combats entraînent des destructions dans le village. À la sortie d'Ormois-Villers, direction Nanteuil-le-Haudouin, un monument a été érigé en juin 1949 à la mémoire des glorieux morts des 61e, 8e et 30e bataillons des chasseurs à pied tombés dans les bois d'Auger-Saint-Vincent et d'Ormois-Villers les 11 et 12 juin 1940. Ormois-Villers est un des villages traversés par Madame Odile de Vasselot, résistante qui intègre le réseau Comète en 1944. Le 29 août, 5 jours après la libération de Paris, elle est chargée d'une mission qui doit la conduire de Paris à Tourcoing avec des documents secrets. Elle enfourche son vélo, où les microfilms sont cachés dans les poignées du guidon, et part donc sans trop de problèmes jusqu'à Nanteuil-le-Haudouin où sont les Américains. Elle passe par Ormois-Villers le soir où quelques personnes sont mises au courant de la libération et de l'arrivée imminente des Alliés. À Crépy-en-Valois, les Allemands sont encore là. Avec de l'audace, du courage et de la ténacité, Odile arrivera à accomplir sa mission. Elle a été décorée de la Croix de guerre, de la médaille de la Résistance et faite commandeur de la Légion d'honneur. Elle est née le 6 janvier 1922 et a eu 100 ans cette année. Allons découvrir l'église Saint-Martin d'Ormois-Villers. Dès le premier regard, on voit bien que cette église n'est pas conventionnelle, du fait du manque de clocher. Malgré tout, elle offre un peu plus de surface que sa voisine de Rouville. À peu près régulièrement orientée, l'église se compose d'une nef de 2 travées, d'un bas-côté sud, d'un collatéral et d'un chœur de 2 travées, tous deux avec un chevet plat. La partie la plus ancienne, le chevet du chœur, est de style roman et date de la première moitié du XIIe siècle. Au cours de la seconde moitié du XIIe, le chœur a été voûté d'ogives et au XIVe, sa superficie a été doublée par l'adjonction d'un collatéral, mais peu de vestiges subsistent de cette époque. L'église souffre lourdement sous la guerre de Cent Ans et les parties orientales sont en grande partie rebâties à la période gothique flamboyant. Il suffit de voir l'arrière de l'église pour voir les différences de fenêtres, du chœur et du collatéral de nos jours obstrués. De l'église, on peut voir principalement le côté sud et la façade. L'édifice est étrange à bien des égards. Sacristie accolée au bas côté sud, un mur en pignon avec contrefort et fenêtre pour le collatéral, alors que le chœur est un simple mur en prolongement de la nef dont on peut voir en passant la différence de construction en regardant les pierres utilisées. La façade aussi frappe par sa simplicité, son absence de symétrie et de contrefort. À gauche du portail, un petit appentis protège une grande pierre tombale à effigie gravée. Comme l'église Saint-Martin n'a pas de clocher, la cloche se situe dans les combles au-dessus du collatéral. Ce dernier offre le mur le plus intéressant à voir avec ses grandes fenêtres avec remplage, ses contreforts, ses petites fenêtres en hauteur et sa symétrie parfaite. L'absence de clocher pourrait être due selon un architecte régional au fait qu'à l'origine il était en bois et aurait été détruit depuis. La cloche actuelle provient d'une vieille cloche fêlée fondue en 1869. Elle se nomme Scolastique Lucie et pèse 200 kg. Si l'on ne peut y entrer, à gauche de l'église, on peut voir une grille fermée qui donne sur l'ancien jardin du curé d'Ormois-Villers, dans lequel il pouvait accéder du presbytère en passant derrière l'église. L'intérieur est un peu sombre, surtout la nef due au manque de fenêtres. Celle-ci n'est pas très large, mais est complétée par un bas-côté au sud qui sert surtout au passage des fidèles avec tout de même quelques bancs dans le collatéral. Le chœur et le collatéral, eux, sont un peu plus éclairés grâce aux belles fenêtres à remplage du XVe, mais qui ont dû être réparées après les dégâts infligés par les combats de juin 1940, où tous les vitraux avaient d'ailleurs été cassés à ce moment-là. Il n'y a que le chœur et son collatéral qui sont voûtés d'ogives. La nef, elle, est une fausse voûte en berceau qui consiste d'un lambris revêtu de plâtre. L'église possède un chœur carré à chevet plat datant du XIIe. Il correspond à l'ancienne chapelle du château féodal demeure du chevalier Collard d'Ormois. Les panneaux de bois recouvrant la nef et une partie des piliers ont été construits au XVe. Les 2 retables du chœur et du collatéral sont magnifiques et sont probablement la cause de la condamnation des fenêtres bouchées que l'on a vues plus tôt. 2 clés de voûte sont intéressantes dans le collatéral. La première est un écusson aux armes des seigneurs de Garges d'Ormois. Pour ne pas être détruite au burin à la Révolution, elle a été cachée sous une couche de plâtre. Un autre n'a pas eu cette chance. La deuxième est un écusson avec les emblèmes des compagnons ayant participé à la reconstruction de l'église, ce qui est un motif rare dans notre région. Les fonds baptismaux sont dans un petit réduit à droite de l'entrée et dateraient du XVIe.
À gauche, en entrant, se trouve un très beau et très grand tableau, copie de l'original peint par Giovanni Antonio Boltraffio, qui se trouve au musée du Louvre. Entre les deux arcades de la nef se trouvent les restes d'un ensemble d'une poutre de gloire, probablement antérieure à la Révolution. Je vous laisse profiter d'autres éléments intéressants de cette église Saint-Martin. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts est à l'entrée sud en arrivant de Nanteuil-le-Haudouin. Devant le cimetière se trouve un crucifix sur socle, appelé Calvaire de la Croix-Rouge, qui fut béni le 19 mai 1741. Détruite en 1941 par l'explosion du pont de la ligne SNCF tout proche, elle fut remise en place par M. Ganval, tandis que le Christ était offert par la famille Verglas. Mais il en existait un autre, près du passage à niveau de la ligne Paris-Soissons. Entre quatre beaux tilleuls se dressait une croix en fer forgé très ouvragée sur un socle en pierre. En 1925, cette croix fut trouvée au bas de son socle et la municipalité d'alors ne jugea pas utile de le replacer. Ormois ne possède pas de lavoir, mais une très belle petite mare bordée par un magnifique saule pleureur qui donne un aspect un peu féerique à cet endroit. La commune a encore deux commerces, une boulangerie et un bar tabac, plus un garage automobile et un bureau de poste géré par la commune qui se trouve dans une partie de l'ancien presbytère. Au Petit Villers, il y a la ferme du Petit Villers, un centre équestre pour petits et grands dans un cadre en pleine nature. Il y a encore 3 fermes en activité sur le territoire de la commune. L'école d'Ormois-Villers est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages de Duvy et Rouville. Ormois accueille les classes de maternelle CP et CE1. L'occasion de découvrir, près de l'école et de la périscolaire, une grande tour que l'on devine sous le lierre et qui était en fait la cheminée d'une ancienne menuiserie. Quelques associations font vivre le village en plus des commerces. Le club de pétanque, la boule amicale, avec un très beau terrain. Le club de foot qui a fusionné avec celui de Duvy et un city-stade vient s'ajouter à ce complexe sportif. L'association Jeux Fil Ormois où 2 samedis par mois les adhérents se réunissent pour des loisirs créatifs. L'association de lecture J'adore moi et l'Abreuvoir des Cavaliers pour des événements en lien avec des activités équestres. On peut voir, rue Louis Nadal, dans le grand virage, 3 peintures de soldats semblant dater du XIVe au XVe siècle. Je pensais que ces peintures étaient assez anciennes, eh bien il n'en est rien. C'est juste un petit délire du propriétaire de la maison dans les années 70. Il y a 2 gîtes à Ormois-Villers, le chalet du Bois du Roi et chez Madame Titus, dont je vous mets les liens en description pour venir vous mettre au vert dans ce charmant village entre bois et champs, idéal pour les promenades, à 2 pas de la voie verte du Valois et pour profiter de la tranquillité de la campagne isarienne. L'occasion aussi de découvrir dans le Bois du Roi la pierre au coq, surnommée ainsi autrefois, car elle faisait penser à un coq, et qui n'est pas petite, en voici la preuve. On peut aussi voir le très beau poteau du roi, poteau de chemin appelé ainsi car étant dans le Bois du Roi, et quelques blocos de la ligne Chauvinot. Et même si je fais cette vidéo en décembre, je vous assure que la forêt, bien que différente, est aussi agréable à parcourir qu'en été. Pour finir, je voudrais rectifier une erreur que j'ai commise dans la vidéo sur Rouville. Sans vérification de ma part, j'ai cru que l'entreprise agricole et forestière Bouchard était sur le territoire de Rouville, alors qu'en fait, cette entreprise est sur le territoire d'Ormois-Villers. Je m'excuse pour cette petite erreur. Voilà, c'est sur cette invitation à la randonnée dans le Bois du Roi et à la détente au bord de la mare que se termine la découverte d'Ormois-Villers. Je tiens à remercier Monsieur Étain, le maire du village, pour son accueil et sa coopération, ainsi que les personnes qui ont installé la crèche et le sapin pour leur aide et leur accueil à l'église. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. J'espère que cette découverte vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt!
Au revoir, Amboivillers.